Courte vie au roi! Vu comme ça a l'air d'être parti dans un cadre un petit peu réaliste. Ouais. Alors cet épisode va être majoritairement centré sur un point, mais donc parallèlement, je vais rapidement résumer ce qui se passe du côté de Callum et Rayla, qui se baladent dans Xadia en direction du village de cette dernière, qui apparemment accepterait sans trop de problèmes Callum. Je sais pas trop, ça me paraît un peu bizarre vu que c'est quand même eux qui ont organisé une espèce de raid pour tuer un roi et un prince humain, mais bon. On verra, le fait qu'elle n'y pense pas trop, je sais pas, on verra ce que ce sera là. Et ouais, c'est surtout Callum qui s'émerveille de découvrir ce monde tout nouveau pour lui. Il dit, ah c'est dingue, ah, tout est magique, même la Terre est magique. Et au passage, petit contre-argument qu'on aurait pu me faire sur l'épisode précédent, sur le fait que si ça se trouve, au début de cette saison 3, il s'est passé un certain temps, et ils sont pas directement à Xadia. Si il s'était passé un certain temps, il serait pas en mode, ah je découvre tout seulement maintenant, Callum. Donc je pense que oui, hein, qui est au tout début de la saison 3, là, l'épisode précédent, il venait d'entrer, quoi. C'était au tout début, ça me paraît beaucoup plus logique. De toute façon, je le dis clairement, la temporalité, c'est pas très clair. Ça s'est pas bien pensé. Enfin bref, c'est juste de la découverte. Il y a des trucs qui sont plutôt cool, genre cette espèce de jeu sur l'échelle. T'as un arbre de taille immense et une espèce de... Je sais jamais comment ça s'appelle cette merde là qui les transporte. C'était plutôt bien fichu dans l'échelle, des petites créatures mignonnes, des trucs comme ça. Et voilà, des petits moments de découverte. Ça passe. C'est tout à fait acceptable, rien de très spécial à dire là-dessus, hein, c'est rien de sensationnel, mais voilà, c'est histoire d'appuyer que ces deux personnages-là suivent leur périple et ils vont pas toujours tomber sur des merdes. C'est logique, de temps en temps, les choses se passent calmement. Bon, je me serais un peu passé du passage sur les fleurs proutes. J'ai l'impression que c'est une sorte de cahier des charges qu'on donne lorsqu'on a un univers familial, fantastique, qui veut faire un peu rire. On crée des créatures dont la spécialité c'est le prout. Comme ça fera rire les petits. C'était pas drôle ça. Donc, mais bon, le plus important dans cette histoire, c'est l'intrigue autour d'Ezran qui apprend à devenir roi pour l'instant. Et au début, c'est vraiment jouer un peu sur la légèreté. Il y a ce protocole, il essaie un peu d'en jouer en s'en marrant un petit peu, en se disant ah, je peux faire des trucs que je pouvais pas faire comme je le voulais. Il était prince avant, quand même. Il pouvait quand même faire certains trucs en tant que prince, quoi. Il n'avait aucun privilège en tant que prince, fils du roi. Je sais pas, ça me fait un peu bizarre pour moi, mais bon. Bon, ouais, il est un petit peu surpris par ça. Mais le plus important, ça va surtout être le premier conseil qu'on fait avec lui alors qu'il est assis sur le trône et qu'il y a l'apprenti maître corbeau qui apporte les messages. Alors, ça, c'est un truc. Il faut que je le pointe tant que j'y pense. Je crois qu'on n'a jamais vu le grand maître corbeau principal. Je sais plus, ils disent le seigneur corbeau, maître corbeau, un truc comme ça, quoi. C'est celui qui charge les messages. On n'a jamais vu l'original et à chaque fois c'est ce blaireau qui dit ah non, il est absent pendant un jour, je prends sa place. Est-ce que ça va aller quelque part ou c'est une sorte de running gag ça? Parce que si ça va quelque part, si on apprend au bout d'un moment que cette espèce de blaireau il cache son jeu et il s'est débarrassé du maître corbeau de base pour faire croire qu'il est légitimement là alors qu'en fait c'est quelqu'un qui est planqué depuis le début, ça serait intéressant. Mais si c'est juste pour faire un running gag, ça serait un peu gros quoi. Je sais pas, le fait qu'on appuie ça comme ça, qu'on n'ait jamais vu le maître messager corbeau de base qu'on est censé connaître normalement dans ce château, ça me fait un peu bizarre qu'on appuie ça régulièrement quoi. J'ai le sentiment qu'il y a un petit peu anguille sous roche. Enfin j'espère que ça va quelque part quoi. Enfin bref, il rapporte beaucoup de lettres, mais le plus important, bien entendu, on va faire les urgentes. Et il y en a une qui dit que les autres royaumes ont été attaqués. Et oui, c'est le sort lancé par Viren à la fin de la saison 2. Ouais, il y a des assassins et il y a les... il y a les trois rois sauf... Anya, c'est ça, sauf Anya qui se sont fait buter hors champ. Ils sont tellement osés, ces personnages, ils sont morts hors champ, on s'en fout, quoi. Ça arrivait,
Le plus important, c'est que c'est grave parce que c'est bientôt la guerre. Ah là là, bien entendu, puisqu'on croit que c'est Xadia qui a instigé ces meurtres. Et là aussi, j'aurais pas été contre qu'on développe un petit peu ça, mais j'espère qu'on le fera par la suite parce que c'est pas encore perdu à ce niveau-là, sur comment on a convaincu. Parce que tu vois l'espèce de truc d'ombre qui attaque, tu vas pas forcément dire ça peut être que Xadia, surtout quand juste avant, t'as eu une rencontre avec Viren qui a un peu menacé tout le monde avant, quoi. On connaît l'existence de la magie noire. C'est pour ça que comment il a camouflé ça pour que les gens croient que c'était forcément une attaque de Xadia. C'est la question que je me pose, quoi. Le fait qu'il croit automatiquement que c'est Xadia, il faut que ce soit un tout petit peu amené. Donc j'espère que par le futur, il y aura quelque chose de semblable à une enquête ou un retour ou, sur le passé ou quelque chose comme ça, indiquant ce qui fait que les gens ont cru que c'était forcément Xadia. Je dis ça comme ça. Hein, c'est juste les rois ont été attaqués, tués et bah, c'est forcément Xadia. Voilà, ça montre le niveau de réflexion, quoi. J'espère que c'est un chouïa plus que ça. On verra, et si ça n'arrive pas, ben, gardez ça comme une vraie critique un petit peu importante. Donc, il y a ça qui a lieu, c'est un petit peu grave, tandis que, parallèlement, au même moment, hein, tout arrive en même temps, il y a Soren et Claudia qui sont revenus au château et qui se sont fait arrêter, parce que c'est un petit peu les enfants du grand traître, et Claudia, qui est toujours pas très douée avec les mots, avoue de façon plus ou moins claire qu'ils étaient un peu en mission pour se charger des princes. Donc c'est un petit peu compromis pour eux, mais étant donné que leur dernière interaction avec Ezran a montré à ce petit gars qu'il avait une certaine affection pour elle, même si c'était jamais appuyé avant ce fameux épisode, et ben il hésite, quoi. Il dit ok, il faut que je réfléchisse, gardez-les enfermés quelque part, nourrissez-les bien, leur faites pas de mal, etc. Et il y a, en plus de ce dilemme-là, il va y avoir également le fils d'un des seigneurs qui n'est pas apparu lors de la réunion de la saison précédente. Ça aurait été cool de l'appuyer. Mais non, qui apparaît en faisant ses hommages à Ezran et en disant que oui, maintenant on est sur le pied de guerre. Et il faut qu'on s'occupe de Xadia comme votre régent nous l'a indiqué il y a une semaine. Une semaine. Donc, qu'on soit bien d'accord. Hein, il s'est passé une semaine exactement entre cet épisode, ce jour-là, et le jour où Viren a convoqué les autres rois. Donc, ouais, ils sont sur le pied de guerre et ça, c'est pas trop, quoi. Surtout que le but de base, quand même, de la chose, c'était de ramener le dragon à sa mère et faire en sorte d'instiguer un petit peu la paix. Le fait d'appuyer la guerre contre Xadia, c'est pas du tout son truc, quoi. Vraiment pas. Et alors qu'il hésite beaucoup et que je trouve que Corvus est pas suffisamment exploité pour ce qu'il aurait pu représenter. Au début, on donne un peu l'impression qu'il pourrait l'épauler pour le protéger ou peut-être le conseiller un petit peu, mais dans la seconde moitié, il est pas là, quoi. On le voit rapidement en arrière-plan à la toute fin, mais il est pas là. Je trouve ça un peu dommage. Et c'est la chef des conseillers qui n'a toujours pas de nom. Est-ce qu'on lui donne un putain de nom à un moment donné à cette femme? Je veux dire, elle est super importante. On la voit depuis l'épisode 4 de la saison 1. Et je n'ai pas souvenir qu'on l'ait nommée une seule fois, cette fille. Vraiment, hein, elle est là, elle essaye de temps en temps de faire ce qui est juste selon le protocole. Elle essaye de conseiller Ezran, d'être de son côté, et à aucun moment on donne son nom à celle-là. Je sais pas, ça fait super drôle. Et est-ce qu'à un moment donné on la nommera? J'espère, je sais pas, ou peut-être qu'elle va vite crever plus tard, j'en sais rien. Ça fait un peu bizarre. Alors, enfin bref, quoi, elle lui dit que si vraiment c'est trop lourd à porter cette couronne, quelque chose d'un petit peu important quand même, vous savez que vous avez un peu le temps de vous préparer. Pendant ce temps-là, vous pouvez nommer un régent ou une régente à votre place, parce que j'ai un tout petit peu l'impression qu'elle voulait directement se désigner pour prendre les décisions en attendant que vous preniez la suite. Et ouais, il est un petit peu
est un peu tiraillé, mais en même temps, il peut pas choisir ça. Et c'est logique. Il est là pour essayer d'arranger les choses de son côté. S'il désigne un régent à sa place, il aurait tout aussi bien pu ne pas revenir. Eh ben oui, c'est ça le truc, si c'est pour pas participer aux décisions. Donc, enfin bon, il pourrait aussi nommer un régent qui pourrait suivre un petit peu sur le même code que lui, mais il n'y a pas vraiment grand monde dans le coin. Même Corvus, du peu qu'on a vu autour du gars, il n'y a pas grand chose de précis. C'est un truc qu'il aurait pu faire s'il y avait eu Amaya, mais Amaya n'est pas là. Et au passage, ils sont toujours pas revenus les soldats? Genre, il leur faut à peine 1 heure pour faire l'aller, maintenant il leur faut plusieurs jours pour le retour. Il faut plus de temporalité. Enfin bref, excusez-moi, c'est le petit détail. Ce petit détail. Gren et les autres sont pas encore revenus. Ouais, il a pas de personnes à qui s'ancrer vraiment pour les idéaux qu'il représente. Donc il est obligé de régner en tant que roi. Et c'est peut-être le truc que je trouve un peu joli dans l'idée, c'est le fait de devoir accepter ce rôle, même s'il lui pèse beaucoup, parce qu'il sait que personne ne peut le prendre pour lui s'il veut que les choses aillent dans le bon sens qu'il a instigé au tout début de l'histoire, quoi. Et c'est aussi peut-être un petit peu pour ça que j'ai légèrement du mal avec une de ces deux décisions qui viendra après, puisque voilà, il doit statuer en tant que roi. Il dit mon père a été quelqu'un que je n'ai pas connu en tant que dirigeant, mais je me doute qu'il a dû prendre des décisions difficiles, et moi je n'ai pas connu ça. Et maintenant, je veux diriger le royaume différemment. Je ne veux pas être exactement comme lui, parce que il a poursuivi une guerre qui dure des centaines d'années avant qu'il était là. Ce n'est pas ce que je veux faire. Je suis la nouvelle génération du changement parce que toutes les générations avant étaient nulles. Voilà, c'est très typique. Hein. Je sais pas, là, la formule commence de plus en plus à s'épuiser pour moi, mais c'est typique, il faut prendre ça, c'est pas non plus comme si c'était dénué de sens, il faut bien appuyer le moment où il y a une génération qui change d'avis, quoi, hein, qui change les choses, quoi. Hein, c'est vraiment ça devient un tout petit peu redondant sur le principe, c'est juste ça. Mais ouais, avec ce qui se passe, il dit non, nous n'acceptons pas la guerre. Alors bien entendu, le représentant d'un des trois royaumes qui veulent entrer en guerre, parce que le royaume d'Anya, je crois que c'est pas clair ce qui a été dit. Hein, je sais qu'il y en a trois, c'est sûr, mais Anya, c'est pas sûr. Donc il va peut-être y avoir un truc avec ça, on verra. Il y a donc cette espèce de froid qui se crée entre eux, alors que la chef des conseillers lui dit que, vous savez, il faut autant de force, voire plus, pour gérer une paix qu'une guerre, surtout dans ce genre de circonstances. Et il est prêt à assumer ça. Ça, en dépit du fait que c'est peut-être un peu facile sur deux trois points comment c'est amené et que ça aurait pu être un petit peu plus fort dans les mises en scène. Je veux dire, voilà, tout lui vient sur la gueule rapidement comme ça et ça vient aussi rapidement sur la gueule du spectateur dans un sens. Et ça aurait peut-être été plus fort d'étaler ça un peu plus, par exemple. En dehors de ça, j'aime bien ça. J'aime moins sa décision par rapport à Soren et Claudia en disant non, je ne veux pas punir les enfants pour les méfaits de leurs parents. Ezran, tu sais que Claudia a essayé de capturer Zim pour en faire un sujet d'expérience, donc risquant de foutre complètement en l'air ton approche de paix. Et que tu viens d'apprendre que Soren, qu'ils avaient un peu pour mission de te tuer dans le lot. Hein, bon, c'est juste Soren, mais quand même, quoi. Tu viens d'apprendre ça et tu te dis, ouais, libérez-les, c'est bon. Bon, je ne veux pas poursuivre la haine. Je sais pas, hein. L'idée qu'ils se montrent cléments en leur faisant pas avoir une peine trop dure, je veux bien. Mais l'idée qu'ils les libèrent comme ça et que après coup tout aille bien, on est poteau, ça me fait super zarbe quoi. Ça, mais c'est un développement déjà à la fin de la saison 2 qui manque de temps
je trouve. Le moment où Soren regrette ce qu'il a essayé de faire, alors que quand il a essayé de le faire, il ne le regrettait pas, ça fait très bizarre, quoi. Il y a vraiment une progression qui n'a pas été bien faite à ce niveau-là, ce qui fait que ça aide vraiment pas cette décision, quoi. Ça aide vraiment pas à accepter cette décision de mon côté. Et donc, ouais, étant donné que au bout du compte, c'est pas des mauvais bougres, ça va plutôt bien se passer parce que j'imagine qu'ils essaieront de se mettre du côté d'Ezran, mais il y a quand même la petite possibilité, je dis ça, qu'ils qu'ils essayent d'aider leur père encore, hein. Je sais pas, hein. Si ça arrive et que ça revient à la gueule d'Ezran, c'était une belle décision de con quand même. C'est pour ça que, ouais, c'est trop facile. Et c'est ça le problème dans un sens, j'ai envie de dire, est-ce que c'est incohérent? Non. Je pense que ça vient du fait qu'Ezra est un gamin et qu'il voit pas les nuances. Il dit, soit faut être complètement bienveillant sur le principe, soit il faut aller à fond dans la punition, sauf que il y a des nuances, il y a plusieurs paliers. Et le simple fait de dire nous n'entrerons pas en guerre alors il ne sait même pas. De ce qu'il en sait, il y a 4 rois sur 5 qui ont été tués par des gens de Xadia. Et il faut pas qu'ils s'attendent à ce que les autres royaumes acceptent ça sans broncher. Déjà, le fait que toi t'acceptes ça sans broncher, ça risque d'être relativement mal vu de la part des tiens. Et il y avait peut-être moyen de la jouer peut-être un chouïa plus fine que de juste dire non, on n'accepte pas ça, c'est la paix, la paix, la paix. Voilà, mais c'est un gamin. Et c'est ça le truc, c'est pour ça que je veux un petit peu excuser cette décision à un sens. C'est-à-dire qu'il ne voit pas les différentes nuances des décisions possibles. Et à cause de ça, ben, il va trop vite dans le manichéisme de son point de vue. Et c'est pas forcément la meilleure chose. Et peut-être que la série essaiera de jouer là-dessus, ce qui serait intéressant. Mais sur le coup, ouais, je peux pas, je peux quand même pas totalement excuser le fait qu'il laisse Soren et Claudia s'en tirer sans même un petit coup sur les doigts après ce qu'ils ont essayé de faire dans la saison 2, quoi. C'est un petit peu trop gros, ça. Mais à part ça, c'était un épisode pas trop mal, je n'ai pas détesté. L'idée d'appuyer le dilemme d'Ezran en soi est pas dégueulasse, et même si je trouve pas qu'Ezran est un personnage sensationnel, jouer sur son caractère naïf qui veut bien faire alors qu'il y a des décisions super graves qui tombent sur lui, c'est pas bête du tout, vraiment pas bête du tout comme approche. Et c'est retranscrit acceptablement, j'ai envie de dire. Reste à voir si ça saura s'étendre de façon satisfaisante par la suite. Et il y aurait quelques voies intéressantes à emprunter, ne serait-ce que avec Anya qui pourrait revenir, parce que j'estime que voilà, ils pourraient un petit peu se retrouver, ces deux-là, faire la paire à un certain degré. Ça serait pas mal. J'espère qu'il y aura du développement intéressant, mais il faut voir comment ce sera traité. Et oui, la partie sur Calum et Rayla, c'était mignon. Ça allait, hein. J'espère que ça va continuer sur une voie positive de ce type-là par la suite. À bientôt pour l'épisode 3. Bye!